Bienvenue à ce 15e épisode de J'ai rendez-vous avec Bernard Marie, fondateur de l'Institut IGI, qui est un institut de recherche par des praticiens, centre de formation et développeur de l'outil Holacracy dans le monde. Le thème d'aujourd'hui fait donc suite à une tribune que tu as écrite, Bernard Marie, publiée dans Forbes, intitulée Innovation managériale incrémentale ou disruptive. Et nous allons voir ça tout de suite. Un mot pour commencer, Bernard Marie? Oui, ben, ravi de vous revoir, rencontrer et parler d'un sujet qui m'est très cher. Alors, première question tout de suite. Tu parles de changement disruptif pour la structure et de changement incrémental pour changer les comportements des individus. Du coup, quelle est la différence entre le disruptif et l'incrémental? Lequel est le plus efficace pour quelle situation, s'il y en a un? Et également, par quel changement est-ce que tu conseillerais de commencer dans l'organisation? Waouh, beaucoup de questions. Alors, effectivement, je parle de changement disruptif et incrémental parce que souvent les gens opposent. Vous savez, c'est toujours la discussion, l'éternelle discussion que j'entends sans arrêt, à savoir est-ce que le changement on le mène de façon disruptive ou est-ce qu'on doit le faire pas à pas. Euh, et, euh, Et la question, pour moi, elle n'a aucun sens. En fait, ma réponse, c'est fromage et dessert. C'est les deux, mon capitaine, on ne parle pas de la même chose. Je vais prendre un exemple concret pour que je puisse me faire comprendre. Dans une entreprise qu'on accompagne, elle nous demande de les accompagner sur la mise en place d'un logiciel. C'est étonnant, un logiciel de la Spirit, en l'occurrence, qui permet de décrire les différents rôles et les cercles de l'entreprise. Alors, c'est pas dans notre mode d'accompagnement traditionnel, mais j'ai pressenti que c'était une expérience très intéressante, c'est pour ça qu'on l'a faite. Donc, on est parti pour décrire les rôles et les cercles. Et puis, on accompagne l'entreprise pour cette description qui va remplacer leur façon précédente qui n'était pas satisfaisante. Ils ont d'abord eu le râteau comme tout le monde, et puis après, ils sont passés à des rosaces, enfin, peu importe, des schémas, mais qui ne sont pas très praticables, pas exhaustifs, non inclusifs, etc., etc. Bref, on définit les rôles. Donc, il faut bien sûr, quand je les accompagne, ça ne veut rien dire de mettre en place un logiciel parce qu'encore faudrait-il savoir qu'est-ce qu'un rôle, la définition d'un rôle. Faudrait-il qu'on se mette d'accord sur ce que c'est qu'un cercle, sur ce que c'est qu'une raison d'être d'un rôle, sur ce que c'est qu'une offre de valeur ou une redevabilité d'un rôle, un domaine d'un rôle, de comment et qui a autorité ensuite pour changer les rôles sur ce logiciel et quelles sont les autorités qui sont déléguées via les rôles et quelles sont les limites d'autorité déléguées dans des rôles. Autrement dit, je ne peux pas mettre en place un logiciel sans être un imposteur. Parce que on fait appel à moi, mais évidemment, moi, j'ai mes définitions de tout ça. Et ces définitions n'ont rien à voir avec le logiciel, que ce soit la Spirit ou Glassrock ou un autre logiciel. Donc là, il y a hiatus. Alors, du coup, comment je les accompagne? Ben, quand je les accompagne, je suis obligé de venir avec des définitions. Et puis après se pose la question de comment l'ensemble des personnes qui vont lire ensuite sur le logiciel ces différents rôles vont interpréter toutes ces questions que j'ai posées. Quand je suis affecté à un rôle, moi, collaborateur de cette entreprise, comment je vais interpréter le rôle? Comment je vais interpréter une redevabilité? Comment je vais interpréter les autorités qui sont les miennes par le fait que je suis affecté au rôle? Comment je vais interpréter les limites d'autorité? Comment, si je veux faire bouger les choses, comment je le fais, etc., etc., etc. Donc, on voit bien, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on voit bien que dès qu'on plonge sur un logiciel, mais c'est juste un logiciel, évidemment, eh bien, ça induit des modèles mentaux sous-jacents. Et quand je dis que je suis un imposteur, en fait, je ne le suis pas parce que je ne supporte pas être un imposteur, j'ai expliqué à cette entreprise, au dirigeant de cette entreprise, ce que je mettais comme contenu, évidemment, derrière les rôles, etc., etc. Mais on ne peut pas faire cette mission toute simple de mettre en place un logiciel, définir les rôles ou accompagner une entreprise pour le faire sans définir au préalable ce qu'un rôle est et tout ce que je viens de dire. Donc, et cette définition, elle doit pouvoir être explicite, car si elle ne l'est pas, une fois que le logiciel sera en place, il va être utilisé de façon très différente selon les uns et les autres, parce que les interprétations seront différentes. Donc, on voit bien la nécessité, de manière très simple, d'établir des règles du jeu, comment ça marche. Ce n'est pas forcément énorme comme document, mais qu'on se mette d'accord sur les règles du jeu. C'est quoi un rôle? Ça donne quoi comme autorité? Ben, ça fait ça. Eh bien, donc, en fait, on doit décrire ce pouvoir du pouvoir. Parce qu'en fait, sur le logiciel, on va mettre, l'objectif, c'est de mettre un système d'autorité qui est distribué à travers les rôles et les cercles. Mais en plus de ça, il faut encore qu'on soit d'accord sur ce que ça veut dire.
Donc, il faut bien qu'on décrive la façon dont ça fonctionne. On décrive ce pouvoir qui est donné à travers le logiciel. Et donc, c'est important de décrire les règles du jeu. C'est important de décrire le pouvoir qui définit le pouvoir. Vous comprenez? Et donc là, on rentre dans une matière de manière extrêmement simple, qui n'est absolument pas répandue, qui est la matière du pouvoir constituant. C'est le pouvoir constituant. C'est le pouvoir constituant qui définit le management, qui définit les rôles, qui définit, etc., etc. Et chaque entreprise peut avoir un pouvoir constituant différent. Et pas forcément aller en holacratie. Là, en l'occurrence, pour cette entreprise-là, on ne va pas du tout en holacratie, ce n'est pas le sujet. Mais il faut bien un référentiel minimal dans lequel on a les définitions de ce qu'on est en train de coller sur un logiciel. Bon, ben ça, ce référentiel, c'est ce qu'on appelle un pouvoir constituant. C'est la définition d'un pouvoir constituant qui définit tous les outils managériaux et self-managériaux que l'entreprise utilise, de façon à ce que tout le monde ait la même chance, interprète les choses de la même façon, soit sur la même page. Voilà, ça, une fois posé, c'est ça. Donc, du coup, à la question disruptif ou incrémental, je me permets de répondre les deux, comme dans cet exemple-là. Dans cet exemple-là, eh bien, à partir du moment où ça va être posé sur le logiciel, on a bien une disruption. Il y a avant le logiciel et après le logiciel. Mais même trop tard, quand le logiciel va être posé, il y a une définition de chacun des éléments. Donc, on est bien dans la disruption, ça se fait du jour au lendemain. Ça ne se fait pas de manière accompagnée, c'est pas de manière incrémentale. Donc, il y a une disruption. Dès que tu mets en place un pouvoir constituant, il y a une disruption. La structure de pouvoir du jour au lendemain où tu as mis en service ton logiciel, en l'occurrence le logiciel, eh bien, tu as fait une disruption. La structure de pouvoir est différente. Et les choses ne vont pas se passer de la même manière rien que parce que la structure de pouvoir est différente. Mais bien sûr, tu n'as encore pas accompagné les êtres humains. Et bien sûr que dans l'utilisation de ce logiciel, il va falloir former, accompagner les collaborateurs, l'ensemble des collaborateurs. Donc, on va rentrer dans de l'incrémental parce que les êtres humains, ils ne peuvent pas digérer des quantités d'informations d'un coup d'un seul. Donc, ça s'est étalé dans le temps. Et en plus, ils sont incapables, tous les êtres humains, moi compris, incapables de changer 10 habitudes en même temps. Parce que là, il y a des nouvelles habitudes qui vont avoir changé. Par exemple, il y a une nouvelle habitude qui consiste à dire, avant, ils n'avaient pas ce logiciel à Spirit, maintenant, ils ont ce logiciel à Spirit. Donc, il va bien falloir, pour que ça marche, ce truc, sinon ça ne marchera jamais, que les personnes adoptent un nouveau réflexe, un nouveau comportement qui est de regarder ce logiciel. Et là, on est dans de l'humain, on est de l'accompagnement humain. Les changements d'habitude, c'est très difficile. Ça se fait une habitude après l'autre, avec pas mal de précautions, etc. etc. Donc, c'est ça l'incrémental. Donc, en fait, oui, c'est fromage et dessert. Il est nécessaire, ou alors on est dans l'imposteur, de définir toutes les choses qu'on utilise. C'est le pouvoir constituant. Et dans mon exemple, c'est clair. Et puis, en même temps, il va falloir accompagner les personnes sur tout ce qu'elles ont à adopter comme nouveau comportement, comme apprentissage, comme formation, compte tenu de ce qui a été choisi, quel que soit le pouvoir constituant qui a été choisi. En l'occurrence, là, c'est juste l'usage d'un nouveau logiciel, savoir naviguer avec, mais comprendre, regarder quels sont mes rôles, regarder les rôles qui sont les voisins, et comprendre ce que ça signifie d'être affecté à un rôle. Parce que c'est très différent, ça, c'est rupturiste, ça me donne des informations, ça me donne des autorités de façon explicite, c'est fait pour ça. Ça met tout en transparence. Donc voilà, sur un exemple vraiment basique, minimaliste, hein, on est loin des grands trucs avec des transformations, avec holacratie, etc. On est sur un truc minimaliste, mais on voit bien que même dans un truc minimaliste, il y a nécessité, et ça c'est un angle mort partout dans toutes les entreprises que je rencontre, il y a nécessité d'avoir un pouvoir constituant explicite qui explique le contenu pour que tout le monde ait la même version, la même compréhension du contenu qui est derrière un logiciel, en l'occurrence la Spirit, sur ce que c'est qu'un rôle. Voilà, juste pour commencer à répondre à cette question, c'est ça la différence. Je crois avoir traité la question de la différence entre le disruptif, le pouvoir constituant et l'incrémental, l'accompagnement des personnes. Ce n'est pas lequel est le plus efficace, c'est les deux sont nécessaires, l'un avant l'autre. On commence évidemment par, on commence par où on est, à un instant T, mais on commence par le pouvoir constituant et ensuite on accompagne de façon incrémentale l'usage de ce pouvoir constituant. Après, on n'est pas obligé de mettre tout dans la casserole du pouvoir constituant. On peut mettre un truc très limité, comme le cas de cette entreprise où il s'agit d'un pouvoir constituant juste de décrire les rôles. Donc, on va décrire ce que c'est qu'un rôle. Mais bien sûr, comme il y a des cercles, on va aussi décrire ce que c'est qu'un leader de cercle. Vous voyez, on met le doigt dans un engrenage parce que leader de cercle, c'est quand même le manager du cercle. On peut dire ce qu'on veut dire. Donc, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que le management dans cette entreprise, quel qu'il soit. En général, ce n'est pas défini, peu défini, mais ça c'est un angle mort de toutes les entreprises que je rencontre, et du coup là maintenant il va falloir définir ce que c'est qu'un leader de cercle en utilisant le même modèle mental que celui qu'on a utilisé pour définir le rôle.
et en particulier sur les attendus. Donc, qu'est-ce qui est attendu d'un manager? Comprenez, on tire le fil. Donc, c'est fascinant pour moi parce qu'à partir du moment où tu commences de façon anecdotique en disant bah ouais, je vais remplacer mon organigramme par un logiciel, en fait, il y a énormément de choses derrière. Ça veut dire qu'il va falloir que tu rendes explicite la façon dont ça fonctionne, mais ça veut dire qu'il va falloir que tu rendes explicite le système de délégation et de distribution d'autorité. Ça veut dire qu'il va falloir que tu explicites qu'est-ce qui est attendu des leaders de cercle, donc du management. Waouh! Et du coup, on voit bien qu'on clarifie beaucoup de choses. Et c'est génial ce pouvoir constituant, même minimaliste, vous comprenez, on ne part pas dans un grand soir, grande transformation, parce que en fait, sur le fond, ça permet d'expliciter ce qui est attendu des uns et des autres. Et il y a un truc que beaucoup de gens ne savent peut-être pas, mais c'était démontré par des grands théoriciens des organisations, la plus grosse source de souffrance en entreprise, dans un projet partout, la plus grosse source de souffrance, en famille partout, c'est pareil. La plus grosse source de souffrance, c'est lorsque vous avez des attendus implicites. J'ai dit bien, pas tout l'implicite. L'être humain, il adore l'implicite, ce n'est pas la question. Des attendus implicites. Lorsqu'il y a des choses qui sont attendues de moi que je ne connais pas et sur lesquelles je n'ai pas possibilité d'avoir l'information parce qu'elle n'est pas explicite. Et on n'a jamais eu la conversation, et puis même la conversation, ça s'évapore, etc., etc. Et donc, dès que tu commences à mettre en transparence sur un logiciel les rôles et les cercles, encore faut-il définir tous ces outils, ces concepts, et encore faut-il mettre en transparence ce qui est attendu des uns et des autres, ce qui est un changement colossal. La bonne nouvelle, c'est que finalement, c'est disruptif, ça se fait. Est-ce que les gens vont bien l'utiliser tout de suite du jour au lendemain? Non, mais ce n'est pas très grave. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'ils vont être accompagnés par la suite. Mais le simple fait, c'est ça le pouvoir du disruptif, le simple fait que tu aies mis en place un pouvoir disruptif, donc une structure de pouvoir disruptive, qui est donc disruptive parce qu'elle est différente de celle d'avant, mais du jour au lendemain, c'est pour ça qu'elle est disruptive, va créer un courant qui va dans le sens de ce que tu veux. En tout cas, dans cette entreprise, ils veulent aller vers plus de self-management, plus de responsabilisation, etc. etc. Et que l'absence, donc de l'autre côté, l'absence de ce pouvoir disruptif va créer un courant avec plein de problèmes, je viens de le dire, avec c'est les attendus implicites, ça va créer plein de problèmes, plein de distorsions, et donc tu vas avoir une structure de pouvoir plus ou moins transparente, plutôt moins que plus, et qui va créer des comportements qui vont à l'encontre de ce que tu cherches à faire. C'est important de prendre conscience que le contexte, donc c'est énormément puissant ce pouvoir constituant, ça crée un contexte favorable ou défavorable à l'empuissancement, un contexte favorable ou défavorable à ce que tu vises. Il y a une autre entreprise dans laquelle on est intervenu qui nous a demandé de travailler sur un référentiel qui inclut bien sûr rôle, cercle, etc. et logiciel, mais plus que ça. Et donc, on est parti avec eux de leur ADN, qu'est-ce qu'ils veulent dedans, quel comportement ils veulent favoriser pour les personnes, sans passer par l'incrémental. L'incrémental est venu après, l'accompagnement des personnes. Et du coup, on les a accompagnés là-dessus et ils nous ont dit, mais on a travaillé avec eux sur les valeurs. On a dit, c'est bien des valeurs, respect, honnêteté, etc. C'est bien, mais il y a une interprétation trop. Enfin, dans mon métier, c'est pas possible. Il faut aller au comportement. Quand tu dis que les gens sont honnêtes, tu veux dire quoi? Si tu interdis à tes collaborateurs de faire un seul mensonge, bah, tu vas pouvoir. Tu es tranquille dans ton entreprise, tu n'auras personne. Qui ne ment jamais? C'est pas possible. Ça veut rien dire. Donc, en fait, il faut que tu traduises tes grandes valeurs, tes grands principes en comportement. Et c'est pareil aussi sur les croyances. On a travaillé sur les croyances limitantes, collectives, limitantes et implicites pour les identifier et les remplacer par d'autres croyances et donc d'autres comportements. Donc voilà, donc dans le référentiel, dans ce pouvoir constituant, qui est un référentiel managérial et self-managérial, qui décrit la façon dont on exerce le pouvoir, on intègre dedans, on a la possibilité d'intégrer, c'est ce qu'on a fait avec cette entreprise, les comportements qui sont souhaités. On les plug dans ce référentiel. Donc, l'entreprise à laquelle je pense, ils appellent ça un manifeste, mais peu importe, d'autres vont appeler ça une constitution, d'autres un référentiel, enfin, on s'en fout, c'est que des mots. Mais donc, ces règles du jeu peuvent intégrer, y compris des nudges, des mécanismes qui visent à ancrer, même sans incrémental du tout, à ancrer ces nouveaux comportements. C'est les comportements qui sont souhaités. Donc, vous voyez que, en fait, ce que j'essaie de faire passer, c'est qu'il y a une nouvelle matière, c'est vraiment une nouvelle matière qui s'appelle le pouvoir constituant, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça s'appelle comme ça, qui est extrêmement riche et extrêmement puissante pour créer des choses vertueuses par rapport à ce que tu vises en termes de comportement, de pratique, etc. ou pas. Et que pour l'instant, dans toutes les entreprises que je connais, il n'y en a pas de pouvoir constituant. Et donc, bah, tu peux avoir l'énorme coup de chance que l'absence totale t'amène vers les comportements que tu souhaites, ce qui enfin, j'ai jamais vu.
Ou alors, du coup, tu as des gains énormes, même sans rentrer dans un programme incrémental d'accompagnement. Il est nécessaire, mais avant tout ça, déjà de construire le socle, le contexte qui va permettre d'avoir les bons comportements. Car vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas, j'en suis convaincu, s'il y a des questions là-dessus, on ira. Les comportements des personnes ne rendent absolument pas compte de leur identité. Et quand tu changes la même personne, tu la changes d'environnement, de contexte, elle va avoir des comportements différents. Alors justement, on a une question de Sophie en direct de LinkedIn qui nous pose la question, pour participer au changement, ne faut-il pas passer par de la formation, plus ou moins pour certains et certaines, et en particulier des définitions de vocabulaire? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, alors si je reprends par rapport à ce que je viens de dire, bien sûr, évidemment qu'il y a la formation. Je n'oppose pas depuis le début, vous avez écouté, hein, j'ai dit fromage et dessert. Je sais pas, fromage ou dessert. Donc, j'étais en train de mettre l'emphase dans mon discours sur le pouvoir constituant. Je mettais l'emphase là-dessus parce que ce sujet-là n'est rarement traité. Enfin, je n'ai pas encore vu de transformation qui intègre ça. Ce pouvoir constituant, c'est toujours l'oublier. Alors, bien sûr que quand on regarde la partie directement accompagnement des personnes, on n'est pas sur le contexte, on est avec les personnes et sur les personnes, tourné vers les personnes. Et les deux ne sont pas incompatibles, ils sont complémentaires. Et le deuxième boulot pour former les personnes, il est beaucoup, ou l'accompagnement, parce qu'il y a du coaching aussi, plus simple, si tu as d'abord travaillé sur le pouvoir constituant. Parce que tu as mis la structure de pouvoir génère un courant, et que si tu ne travailles pas sur ce pouvoir constituant, eh bien, tout ce que tu vas faire en formation et en coaching, etc., tu vas le faire à contre-courant. Je ne sais pas si tu as déjà nagé à contre-courant. Au mieux, tu avances très lentement et le plus souvent, tu recules. Bon, maintenant, ceci étant posé pour bien poser le truc, bien sûr, après, il faut accompagner. Donc, il y a du vocabulaire. Je reprends la dernière entreprise que j'ai citée. Là, je ne peux pas citer le nom, mais il y avait des. Qu'est-ce que c'est qu'un rôle? Un rôle, c'est énorme comme concept. Évidemment qu'il faut former les gens à ce que c'est qu'un rôle, mais les former de façon inversée, les faire pratiquer, etc. Nous, quand on fait ça, on les implique dans l'encodage pour qu'ils s'approprient ce nouveau vocabulaire, mais surtout, ils s'approprient le vocabulaire de façon tripale, c'est-à-dire par la pratique, pas intellectuelle, parce qu'intellectuel, ils ne peuvent pas le comprendre directement. Ce n'est pas possible, c'est une question de QI, c'est juste un nouveau concept. La seule façon d'intégrer un nouveau concept, c'est de le pratiquer. C'est pas possible autrement. C'est comme la raison d'être. La raison d'être, mot magique que tout le monde utilise tout le temps. En fait, l'intégration de ce concept, qui est un concept nouveau, l'intégration de ce concept passe par l'expérimentation. C'est parce que jour après jour, tu vas travailler avec des raisons d'être, avec tes rôles et les rôles de tes collègues, que du coup, tu vas en grammer et comprendre. On voit bien, ça prend du temps pour intégrer par les tripes. Donc, bien sûr, la réponse à Sophie, c'est bien sûr qu'il y a de la formation. Voilà. Et beaucoup de formation parce que maintenant, beaucoup plus qu'avant d'ailleurs, mais pour des effets probablement très riches, parce qu'avant, on ne s'embarquait pas avec des concepts. Qu'est-ce que tu avais avant? Tu avais ton poste, fiche de poste. Fiche de poste qui était en plus méga bureaucratie, que personne. Enfin, moi, je n'ai jamais ouvert ma fiche de poste, et encore moins celle des autres. Ça servait à l'RH, sûrement pour des bonnes raisons, mais pas au business. Donc, on sombrait, si on voulait l'utiliser, le temps que Excel s'ouvre, tout le monde est parti déjà. Donc, je caricature, mais c'est tellement ça que du coup, ça ne sert à rien, ou alors c'est de la bureaucratie à outrance. Donc là, du coup, on peut se poser l'autre question, mais les rôles, maintenant, tous ces concepts, mais pourquoi on s'embarrasse avec des concepts qui sont complexes à comprendre? Et donc, ce n'est certainement pas pour rentrer dans la bureaucratie. C'est pour ça que dans ce pouvoir constituant, il faut aller plus loin. C'est ce que j'ai expliqué au premier des clients que j'ai cités, d'entreprises que j'ai citées. C'est attention, si tu vas aller dedans, tu prends un méga risque de rentrer dans le système bureaucratique parce que chaque personne va vouloir définir son rôle et va vouloir y mettre de façon pas consciente, mais par habitude. Il va vouloir y mettre tout ce qu'il fait. Mais on s'en fiche de ce que tu fais. On te fait confiance. Et après, dans le même temps, le patron va dire, oui, on libère l'entreprise, on fait confiance aux gens. Attends, du coup, la question, c'est qu'est-ce que tu mets dans le rôle? À quoi le rôle peut servir? Pour éviter la bureaucratie ou les gens qui vont mettre tout ce qu'ils font dans le rôle pour montrer qu'ils bossent bien, parce que c'est un réflexe qu'on observe très souvent. Alors que ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Mettre en visibilité tout ce que tu fais n'a aucun intérêt. Le seul intérêt qu'il peut y avoir de mettre en visibilité, c'est ce que tu offres aux autres. Là, on rentre dans la relation client-fournisseur. Et même dans des modèles avancés de pouvoir constituant comme holacratie, ça, c'est même pas défini. Mais ça ne marche pas derrière, c'est la bureaucratie garantie. Donc, du coup, nous, on va plutôt chercher à permettre à l'entreprise tout entière de créer plus de valeur. C'est-à-dire de s'aligner, de manifester davantage sa raison d'être, son potentiel créateur le plus profond qu'elle peut amener au monde, compte tenu de principes de réalité, à la fois de toutes les ressources dont elle dispose et toutes les contraintes dans lesquelles elle baigne, elle est soumise. Et ça passe par une culture de création de valeur à tous les étages. Il n'y a plus les fonctions support qui sont des fonctions support deuxième niveau et puis le cœur business. Non.
Tout le monde a un métier, donc tout le monde dans ses rôles crée de la valeur parce que c'est tous des professionnels dans des métiers différents. Et du coup, on va utiliser le rôle, non pas pour dire ce que le comptable fait tous les jours, mais pour dire ce que le comptable offre aux autres. Pareil pour les RH et pareil évidemment pour le core business. Donc, on rentre dans un modèle de client-fournisseur avec une notion étendue du mot fournisseur, étendue du mot client, et surtout pas péjorative, de façon péjorative avec le fournisseur esclave du client, pas du tout. Mais on rentre, on sait qui apporte de la valeur à qui. Et ça, et que ce que les clients soient internes ou externes. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Si vous ne mettez pas ça dans le pouvoir constituant au départ, c'est une recommandation qu'on a faite parce que nous, ça fait 15 ans qu'on fait ça tous les jours, c'est gagner sur facture, ça va être garanti sur facture, vous allez avoir une belle, belle bureaucratie. Et puis avec des inégalités, ça va devenir vite illisible. Donc, bien sûr, il faut former à ça. Donc, vous voyez comment ça marche, hein, les deux marchent ensemble. Il faut injecter des choses de façon explicite de pouvoir constituant. Donc, il y a des façons d'écrire et de dire. Hein, et voilà. Et puis, ce n'est pas un bouquin pédagogique, hein, c'est un cadre, c'est un contexte et des règles du jeu. Tu ne lis pas les règles du jeu, tu ne lis pas le manuel de constructeur de ta voiture pour apprendre à conduire. Hein. Donc, on n'est pas sur le même niveau, on est sur le pouvoir constituant, c'est plus de la pédagogie. Et puis, il y a toute l'approche incrémentale, pédagogique, qui passe par des formations, qui passe par tout un tas de choses, des nudges aussi, des nudges. Les nudges qui accompagnent les personnes sans qu'elles aient beaucoup d'efforts à faire pour changer leur comportement. Ça, c'est important. Et vous avez intérêt à plugger un paquet de nudges parce que ça facilite évidemment la transformation. Pour ceux qui ne connaissent pas la théorie des nudges, je vous invite à regarder, c'est extrêmement puissant. Quand c'est bien utilisé, bien sûr, c'est un outil, vous pouvez toujours l'utiliser. J'imagine des critiques qu'on peut utiliser les nudges, c'est un outil, c'est comme un marteau. Hein. Tu peux utiliser un marteau pour taper sur la tête de ton voisin ou pour accrocher un tableau de maître au mur, évidemment. Tout ça, ça reste des outils, bien sûr. Hein. Heureusement, enfin, voilà. Du coup, voilà pour répondre du mieux que je peux à la question de Sophie. Merci. Et du coup, justement, tu parlais de transformation. Dans la vidéo, tu parles de cadre pour exprimer la structure explicite qu'on veut dans l'organisation. Du coup, l'innovation managériale passe par une remise en cause, une réinvention du pouvoir. Comment est-ce que tu procèdes pour faire ça dans l'organisation? Qu'est-ce que tu mets en place pour créer un environnement sain dans l'entreprise et combien de temps peut prendre cet exercice? Waouh, voilà, c'est long ça. En fait, l'innovation managériale, il n'y a même pas besoin de se challenger. C'est ça qui est magique. J'adore dans mon métier. Plus j'avance, plus c'est simple en fait. L'innovation managériale, ça ne veut pas forcément dire d'inventer des gros nouveaux concepts, de réinventer la réinvention, etc. etc. Et c'est ça qui est génial parce que ça marche comme la vie, en tout cas dans ma perspective. Il suffit de mettre au clair la façon dont ça fonctionne. Alors déjà, tu es paumé parce que la façon dont ça fonctionne dans les entreprises, ça n'est pas clair. Celui qui te dit, il a accompagné 140 entreprises différentes des 15 dernières années. C'est jamais clair. Le management, c'est jamais clair. C'est pas vrai. J'ai été manager pendant 20 ans, je le sais bien. C'est jamais clair. Donc, rien, sans vouloir mettre la barre très haut, rien que se poser la question, mais au fond, une seule question pour démarrer. Qu'est-ce qui est attendu de façon explicite? Je reviens à Elliot Jaques, le théoricien des organisations, qui nous explique que la plus grosse source de souffrance dans les entreprises, c'est les attendus implicites. Donc, commençons par le management. Pas que je préfère les managers, mais voilà, c'est juste pour prendre un exemple. Je ne préfère pas, ce n'est pas la question. J'ai beaucoup de compassion pour eux, ça c'est sûr. Du coup, je prends le manager. Qu'est-ce qui est attendu du manager de façon explicite? J'ai fait 20 ans de management, j'étais dirigeant, etc. J'étais consultant en management, donc j'ai fait beaucoup de choses et nul n'est parfait. Et cette question-là, je n'ai jamais vu une seule réponse. Je n'ai jamais vu une seule réponse. Et du coup, il ne faut pas s'étonner derrière que pour naviguer dans des entreprises, et si jamais tu joues au jeu auquel j'ai joué, par souci égotique, hein, de besoin de reconnaissance, de monter dans les échelles et dire ouais, je manage 5000 personnes parce que je suis arrivé jusque-là, waouh. Eh bien, mon carnet d'adresses, il était bourré de politique parce que comme les choses ne sont pas claires dans la façon dont ça fonctionne, tu es obligé de faire la politique, c'est-à-dire utiliser tes relations pour faire ton travail, naviguer ça. Et moi, j'étais assez doué là-dedans, je le reconnais, c'était que la moitié de mon agenda qui était consacré à ça. Évidemment, ça allait du petit déjeuner, au dîner, hein, tous les jours de la semaine, même parfois le week-end. Et d'autres de mes copains qui sont encore dans ces grands groupes, hein, eh bien, ils y passent 80% de leur temps. Et du coup, on peut se demander ce qu'ils produisent. C'est une bonne question. Et, et, voilà. Et en plus, le niveau de stress qu'ils ont, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont arrivés à un stade d'incompétence. Donc, juste
Voilà, du coup, on n'a pas besoin d'innover. En fait, c'est psychologique. On va innover naturellement, ça va se faire tout seul. Ce que j'ai essayé d'expliquer dans la première question que tu m'as posée, Lune. En fait, juste de se poser la question, au fond, qu'est-ce qu'on attend d'un manager? Et on va le rendre explicite. Alors, on peut le mettre sur un logiciel, un rôle, machin, on peut le définir ou pas. Et qu'est-ce qu'on attend d'une personne à qui, soi-disant, on dit qu'on a délégué quelque chose? Ça me fait rigoler. Rigoler parce que dans le modèle conventionnel, quand on m'a délégué des trucs, en fait, à chaque fois, donc on pourrait croire, ou je pouvais croire, ou je me racontais que j'étais responsable, mais en réalité, je ne l'étais pas parce que si un jour, mon manager n'était pas d'accord avec moi, il me demandait de changer. Même les bons managers brillants, etc., qui ont travaillé sur eux, servant leader et toute la totale. Mais il n'y a rien qui les empêche d'eux. Donc, on dépend de leur niveau de conscience. On dépend, alors, si tu ne tombes pas sur un Gandhi, tu es quand même mal barré, quoi. Et puis, s'il a des mauvais jours, je ne te raconte pas. Donc, en fait, comme il peut faire de l'ingérence, que moi j'appelle de l'ingérence, lui, je le vois autrement, et puis ce n'est pas du tout un procès d'intention. C'est normal, puisqu'il n'y a rien qui aide. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de béquille pour que ça marche bien. Je ne suis pas responsable, évidemment. On m'a fait croire que j'étais responsable, mais en fait, l'autre, il me fait changer les choses, donc je ne suis pas responsable. C'est moi qui ai autorité. Parce que par définition du mot autorité, c'est celui qui a autorité qui fait exactement comme il veut, puisqu'il a autorité. Mais là, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Du coup, là, vous mettez le doigt, trop tard, vous mettez le doigt dans un engrenage qui va vous faire réinventer le management et qui va vous faire réinventer le self-management et qui va mettre un vrai contenu au mot délégation, au mot management, un vrai contenu avec des attendus explicites et avec des autorités explicites. Et vous allez faire comme moi, vous allez éradiquer le mot responsabilité, qui est un mot fourre-tout bullshit qui ne sert à rien, et vous allez le remplacer par autorité. Et si jamais vous voulez parler de responsabilité, vous allez en parler différemment. Vous allez parler énergie de responsabilité, parce que c'est vrai que quand tu as défini un système d'autorité clair, ce qui n'est pas le cas dans les organisations conventionnelles, tu as défini un système d'autorité clair en passant par exemple par le rôle, il y a celui-là que je connais parce que c'est vraiment puissant, les personnes vont avoir autorité. Et c'est une chose que leur donner un cadre dans lequel, de façon explicite, ils ont l'autorité. C'est autre chose qu'ils se saisissent de leurs responsabilités, comme ça ne veut rien dire, qu'ils se saisissent de leurs autorités, qu'ils assument leurs autorités, qu'ils prennent en charge, j'aime bien, prennent en charge leurs autorités. Et on voit bien qu'il y a de l'énergie là-dedans. Et donc, nous, le terme qu'on adore, c'est qu'ils prennent l'énergie de la responsabilité qui leur est conférée à travers une affectation à un rôle. Prendre l'énergie de la responsabilité, comme s'envelopper d'une cape invisible, c'est énergétique, qui fait que la personne qui s'enveloppe de cette cape invisible a la niaque. Elle ne lâche pas le morceau. Elle va prendre des risques, elle va les assumer, versus la plupart des collaborateurs, même si tu crées une structure, alors c'est vertueux parce que ça prendra peut-être du temps, c'est pas en tirant sur la queue des radis qu'on les fait pousser plus vite. Donc déjà, si tu changes la terre, les jardiniers le savent bien, ça va pousser. Comment, dans combien de temps, tu ne sais pas, mais ça va pousser. Mais versus la plupart des personnes, au début, quand tu fais c'est pas parce que tu as fait tu as rendu explicite un pouvoir constituant disruptif que les gens vont s'emparer de leur rôle au sens où les gens vont s'ouvrir à l'énergie de responsabilité. Le plus souvent, ils vont continuer à faire leur job. Voilà, comme ils font leur job avec des moments où ça va, des moments où ça va moins bien. Ils vont peut-être laisser filer, ils vont peut-être faire ça dans une forme de superficialité. Et puis, évidemment, naturellement, comme ils n'ont pas pris l'énergie de la responsabilité, comme un entrepreneur le ferait avec la niaque, qui ne lâche rien, eh bien, évidemment, ils vont être amenés dans certaines situations à se planquer, à se justifier et à se cacher. C'est évident. Et donc, ils ne prennent pas encore l'énergie de la responsabilité. Mais ils vont le faire dans le temps. Parce que la différence avec avant, c'est que maintenant, ils ont un contexte qui leur permet cet empuissancement. C'est vraiment le jardinier, le pouvoir constituant, c'est que tu crées un contexte, tu prépares le terrain, comme en permaculture. Tu prépares le terrain et plus tu mets de soin dans le terrain, dans la terre, pour qu'elle devienne saine, et plus tu auras des beaux fruits et des beaux légumes, si vous me permettez cette métaphore, mais ça va se faire naturellement, il n'y a pas à bosser. C'est naturel, c'est la conséquence de ça. Donc voilà, et bien sûr, après, petit à petit, mais rien qu'avec le premier exemple que j'ai pris, c'est une innovation managériale. Rien que mettre en place une structure de rôle sur un logiciel, ça y est, trop tard. Tu as fait une innovation managériale majeure quand tu creuses. Et c'est ça la beauté finalement, et la vie dans plein de terrains de jeu, je m'aperçois qu'elle marche de la même manière. À chaque fois que tu mets de la clarté sur quelque chose qui n'était pas clair, eh bien, tu découvres autre chose et tu avances parce que tu n'as pas le choix. C'est comme quand tu passes devant une grotte, tu passes devant une grotte, tu n'es jamais rentré dedans, donc tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Puis un jour, pourquoi, je ne sais pas, tu rentres dedans et tu as une torche et tu éclaires la grotte et tu te rends compte qu'il y a 3 sous-grottes que tu n'avais jamais vues. Et donc, tu vas la découvrir, ces 3 sous-grottes.
puis tu vas acquérir la première, etc., etc. Vous avez compris. Donc, en fait, l'évolution, il n'y a pas de… L'innovation et l'évolution, ça passe par un processus tout bête qui est de rendre explicite les choses qui ont besoin de l'être. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup Bernard-Marie, merci à tous pour votre participation et vos questions. Voilà, sachez que nous organisons régulièrement ces rendez-vous qui ont lieu toutes les 2 semaines. Vous aurez toutes les informations dans l'email de follow-up. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Merci Bernard-Marie. Du coup, je te propose de conclure ce rendez-vous en quelques mots. C'était top, trop court comme d'habitude. C'est un sujet vraiment passionnant. Et puis, je vous remercie pour les questions. Merci à tous et excellente journée. Voilà.